Sur un rond-point. En fait, c'est une amie qui m'a dit, il y a un rond-point qui est occupé à la sortie de l'autoroute à Chartres. Et donc j'ai pris le train et j'ai marché jusqu'au rond-point et j'ai rencontré les gens qui m'ont accueilli, qui étaient un petit peu méfiants. Enfin, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait une grande méfiance vis-à-vis des médias, disons, télé, qui s'est accentuée surtout par rapport à BFM. Ce genre de chaîne. Mais à partir du moment où je disais que moi, c'était pas pour la télé, que c'était indépendant, en fait, il y a eu une acceptation déjà de base. Et ensuite, le fait que je vienne vraiment, parce que, disons que, ça, je pense que c'est toujours un problème quand on fait du documentaire, c'est que dans la tête des gens, le documentaire, ça veut dire reportage télé. Donc ça veut dire de venir passer 2 jours au maximum, poser des questions et puis repartir. Donc là, le fait que moi je reste, que je revienne, en fait, il y a une confiance qui s'est installée au fur et à mesure en voyant que j'étais sérieux dans ma démarche, qui était de les accompagner jusqu'à ce que ça s'arrête, quoi. Voilà. Où elle a pris de la confiance et aussi où elle a eu confiance en moi sur le fait euh, que j'étais en train de faire quelque chose de valable, qui s'est confié de plus en plus jusqu'au point où moi, je me suis rendu compte que je trouvais que c'était une de celles qui exprimait le plus sincèrement et le plus directement quelque chose euh, qui, euh, qui me touchait, mais aussi euh, qui disait, non pas en disant, voilà, je veux être porte-parole, mais en fait, qui disait en fait, le ressenti de beaucoup d'autres. Et d'ailleurs, je pense que la dernière interview, je ne sais pas si, celle où elle dit qu'elle s'est battue toute sa vie, tout ça. Je sais que pour les Gilets jaunes, puisque le film a été montré à l'ensemble du groupe, c'est un des moments les plus euh, bouleversants en fait pour eux, parce que c'est comme si elle disait ce que eux ressentent vraiment profondément. Et comment il était reçu d'ailleurs le film, puisqu'il leur a été montré comment ils l'ont reçu globalement? Ben, oui, le film a été montré en septembre. Moi, c'était important de leur montrer avant de le montrer à un public euh, différent. C'était important de pouvoir leur dire voilà, vous m'avez fait confiance et du coup, moi, je vous le montre aussi avant euh, pour, euh, pour que vous sachiez en fait ce qui va être vu de vous. Et j'avais assez peur parce que, comme vous le voyez dans le film, il y a eu des tensions assez fortes à l'intérieur même du groupe. Je me demandais aussi ce qu'ils allaient penser du fait, parce qu'ils voyaient bien que je filmais plus certaines personnes, mais il y en a aussi que j'ai filmé qui ne sont pas dans le montage au final. Donc j'avais assez peur des réactions, ou alors il y a des scènes auxquelles ils ont participé, il y a eu des moments assez forts aussi auxquels l'ensemble du groupe a participé, qui ne sont pas dans le film, parce que j'avais 250 heures de rush, j'en garde 1h45. Même si j'ai monté toutes les scènes, du coup, de toute leur histoire, j'en garde très peu, en fait. Euh, et donc, je me demandais s'ils allaient me reprocher de pas avoir montré telle chose, ou alors d'avoir centré trop sur quelques personnages, ou alors de donner une mauvaise image de certains, ou de montrer les tensions, etc. Enfin, bref, j'étais assez anxieux, et en fait, la production a été assez bouleversante, en fait, même pour moi, de voir qu'en fait, ils ont hyper bien reçu le film, en fait. Vraiment, ils ont compris que le film était là pour montrer enfin, avec une forme de bienveillance, mais pour montrer ce qu'ils avaient traversé, euh, avec les choses super et les choses difficiles aussi, quoi. Que c'était pas, c'était pas pour faire une hagiographie, disons, du mouvement des Gilets jaunes, mais que c'était pour montrer une réalité, de vécu et de ressenti. Ils l'ont bien compris. Et toi, comme tu étais à l'intérieur du mouvement, comment est-ce que parce qu'on, nous spectateurs, en fait, on comprend assez vite. Je trouve que ça va s'arrêter, ça va tourner court. C'est le montage qui nous montre ça. Est-ce que toi, tu as senti tout de suite que cette aventure était peut-être vouée à l'échec,
ou quel était ton sentiment par rapport à ça? Alors, ce qu'il y a, c'est que le mouvement a commencé très très fort, parce qu'il y a eu 300 000, plus de 300 000 personnes qui sont réunies sur les ronds-points le 17 novembre. Et ensuite, il y avait toujours un peu, assez rapidement, il y a eu l'impression que est-ce qu'on va réussir à relancer le truc. Et en fait, il est plutôt resté à un niveau, un plateau. Et donc, moi, c'est pas que j'avais l'impression que ça allait aller à l'échec, c'est que je voyais que eux-mêmes espéraient énormément. En fait, il y a eu un moment donné où ils espéraient transformer la société française réellement. Ils pensaient que ça allait, enfin, ils espéraient que ça devienne un mouvement de masse, en fait. Donc moi, je sentais que c'était pas ça qui était en train de se faire, mais pas nécessairement dans une notion d'échec. C'était plutôt que je voyais entre l'espoir et la possibilité qu'il y avait un grand fossé en fait entre les deux. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était aussi de montrer les efforts que eux menaient d'organisation, malgré les difficultés. Je trouvais ça beau de toute façon de voir des gens qui se mobilisent et qui réfléchissent ensemble et qui essayent de dépasser, qui essayent de comprendre, qui essayent d'avoir des propositions. Et encore une fois, il y a des choses qui ne sont pas dans le film, mais sur la question du RIC, par exemple, c'est quelque chose qui est assez complexe, en fait. Parce qu'on peut se dire, bon, c'est des référendums d'initiative citoyenne et avoir une espèce de truc simple là-dessus. Mais en réalité, il y a eu plein de gens, des intellectuels qui ont réfléchi sur cette question. Et moi, j'ai accompagné, par exemple, Nathalie Benoît et tout ça, qui allaient à des conférences où il y avait des universitaires qui expliquaient le RIC dans tel pays, dans tel pays, dans tel pays. Et en fait, il y avait vraiment une volonté de se former intellectuellement et politiquement, mais à partir de pas grand-chose, en fait, à partir de faibles connaissances de tout ça. Et c'était ça, moi, que je trouvais vraiment touchant et que j'avais envie de montrer. Et du coup, en fait, l'idée d'échec ou de réussite, elle est très relative, puisque à partir du moment où on apprend des choses et où même dès la base, en fait, alors qu'ils se sentaient tout seuls, chacun de leur côté, ils se rendent compte que, bah tiens, dans le collectif, en fait, il y a quelque chose, il y a une lutte possible, il y a quelque chose qui se crée. En fait, c'est déjà une réussite, en fait, d'une certaine manière. Au niveau du montage, tu choisis de commencer le film avec ces plans de Chartres, des plans silencieux, travelling. Pourquoi, enfin, on suppose, hein, j'ai la réponse, mais je voudrais t'entendre sur cette question. Pourquoi avoir commencé par ces plans-là? Alors, disons que l'idée de la musique, elle est arrivée parce qu'en fait, ils avaient organisé un pique-nique dans le château de, je ne sais plus quel nom de château, mais c'était assez fou. En fait, ils avaient organisé un pique-nique Gilets jaunes dans le parc d'un château. Donc, les Gilets jaunes ont été beaucoup comparés aux révolutionnaires de 1789. Et là, il y avait vraiment ce truc-là. Ils pique-niquaient, il y avait le château où on imaginait les seigneurs d'avant. Et eux qui étaient là, et en fait il y avait de la musique qui passait, et j'ai entendu ce morceau-là de Nino Ferrer, et en fait je me suis rendu compte que ça collait vraiment bien à une idée que j'avais en tête, c'est-à-dire de montrer que toute cette population gilet jaune, elle venait de ces quartiers périphériques qui avaient été créés dans les années 70-80, qui correspondent à ce mouvement de progrès économique, tout ça. Enfin, en gros, à cette période où on se disait, voilà, c'est ça l'avenir, c'est les pavillons, c'est les immeubles périphéries, c'est là où sont nés les centres commerciaux, où il y avait toute cette vie-là, et en fait, finalement, qui a fait un monde où les gens sont atomisés, loin des centres-villes, et c'est cette population-là, ouvrière en tout cas qui ne travaille plus nécessairement en usine, mais en tout cas qui est issu de cet univers-là, qui sont les oubliés de la mondialisation. Moi, j'étais assez influencé, je ne sais pas s'il y en a qui ont lu ce livre, La France périphérique de Christophe Guilly, qui est un géographe qui avait, franchement, quand on lit le livre aujourd'hui, on se rend compte qu'il a annoncé vraiment l'arrivée des Gilets jaunes, c'est assez impressionnant, et en disant que en fait, la pauvreté, elle existe
dans cette France périphérique, des petites villes de province, loin des centres comme Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille, qui sont les endroits où tout est connecté, mais en fait, qu'en dehors de ces quelques endroits, en fait, il y a toute une France qui s'enfonce dans la précarité, dans la difficulté. Et donc voilà, moi je voulais montrer, j'avais hésité à essayer de le montrer à un autre moment du film, et puis en fait je me suis dit non, il faut commencer par ça pour que, en fait, quand on voit les gilets jaunes, on puisse ressentir qu'ils viennent de là, ils viennent pas de nulle part. Et si vous voyez le premier plan du film, vous venez de le voir, donc peut-être que vous en rappelez, mais en fait le premier plan c'est un travelling à arrière, ça commence à Chartres, et en fait on s'éloigne de la cathédrale de Chartres pour ensuite s'enfoncer dans la banlieue. Et pour moi, c'est ça, c'est que voilà, on va voir en fait les gens qui viennent de ces endroits-là, et c'est ça les gilets jaunes, quoi. Ce sont des gens qui sont exclus du centre-ville, en fait. C'est ça, ce sont des gens qui sont exclus du centre-ville. Alors après, justement, c'est marrant parce que je discutais hier avec quelqu'un qui connaissait Chartres, et qui disait qu'en fait, en tout cas dans les années 70, Chartres était pauvre aussi. Le centre-ville était pauvre. Et depuis, ça c'est un peu, enfin, il y a eu ce phénomène-là des centres-villes qui sont bourgeoises, et de la périphérie qui reste pauvre. Donc, oui, c'est un mouvement c'est là où on sent le côté différence de classe sociale, quoi. En fait, le film, tu le commences même pas par ça, tu le commences aussi par une voix off, Oui. altercation, une discussion assez véhémente, assez vive entre le président et les gilets jaunes, quoi. Oui, parce que ça, c'est quelque chose qui était aussi frappant, et je pense que, enfin, pour moi, comme tous les gens en fait, qui ont suivi même de loin le mouvement des Gilets jaunes, c'est à quel point il y avait une espèce de, Emmanuel Macron a vraiment focalisé un truc de l'élite qui incarne l'espèce de fossé infranchissable entre eux et nous, quoi. C'est vraiment, moi, c'est ça qui revenait tout le temps. C'était, pour eux, il y avait même les classes moyennes n'existent pas, en fait. C'est qu'il y avait le peuple, enfin les classes populaires et l'élite incarnée par Macron. Et c'est cette première altercation qu'il y a. On voit que la femme, elle dit, mais aidez-nous. Elle dit, à ce moment-là, elle n'est pas encore en train de l'accuser. Elle dit, aidez-nous. Et lui, il répond, mais il y a, moi, ce que j'ai vu, c'est toujours une espèce d'impossibilité de compréhension, de dialogue entre les deux, quoi. Peut-être qu'il y a des questions. Est-ce que vous, quand vous démarrez le montage, est-ce que vous avez un plan déjà plus ou moins précis et vous savez comment ça va se construire, ou est-ce que c'est vraiment une exploration qui conduit à l'heure 45 qui est conservée? Alors, je ne sais plus exactement, en fait, c'est-à-dire que le montage, en fait, je le pense déjà aussi au moment du tournage, c'est-à-dire que comme j'ai une certaine expérience du tournage, je savais que il y avait des choses qui m'intéressaient et d'autres moins, et que dans les choses qui m'intéressaient, c'était de montrer leur tentative d'organisation. C'était important pour moi de montrer que ça fait partie des choses qui leur étaient reprochées, c'est-à-dire on ne sait pas ce que vous voulez, et puis vous n'êtes pas organisé, et puis etc. etc. Donc moi, tout ce qui correspondait à des tentatives d'organisation, du coup j'ai essayé d'aller à toutes les réunions à filmer ça. Je savais que je voulais aussi montrer la transformation des êtres, c'est-à-dire que c'est pour ça que je voulais aussi qu'il y ait des personnages qui sortent de ça pour pouvoir les voir évoluer, donc que je voulais aussi avoir une parole plus intime, puisque la grande difficulté dans un film comme ça, c'est que la plupart des scènes sont des scènes collectives, où les gens prennent la parole devant des autres, sont dans des discussions de groupe, et du coup, ont une parole beaucoup plus déclarative que personnelle, vous voyez. Et moi, je voulais toucher quand même, qu'on puisse savoir, en fait, mais qu'est-ce qui les anime, en fait, personnellement, pourquoi est-ce qu'ils sont là. Donc, il fallait que je suive en fait des trajectoires personnelles. Et l'autre troisième ligne narrative, c'était le côté plus large, national, de ce mouvement, en effet, qui,
en même temps est porté par des gens qui croient vraiment à un moment pouvoir transformer les choses et qui est confronté à ce que vous avez dit hein, très justement sur ce côté monolithique, quelque chose qui est beaucoup plus inébranlable que ce qu'ils imaginent, quoi, et qui a incarné un peu de par l'Arc de Triomphe, en effet. Donc il y avait ces trois lignes-là auxquelles je pensais pendant que j'étais en train de tourner. Et ensuite, au moment du montage, ça s'est construit quand même vraiment petit à petit, parce que la première version du film, elle faisait 5 heures. Et j'ai fait un peu... le premier montage, il était très chronologique. D'ailleurs, ça reste chronologique, même si non, je respecte pas totalement la chronologie du truc. Mais en tout cas, de suivre le truc. Après, ça a été plus une construction dramaturgique, c'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, c'est que le mouvement a commencé très fort et ensuite il est resté plus sur un plateau et a plutôt eu tendance à péricliter au fur et à mesure. Donc moi, c'était là-dedans, qu'est-ce que j'essayais de suivre. Et arrivé, peut-être, je n'aurais pas consciemment dit comme vous l'avez dit au moment du montage, sur cet aspect fatalité et espoir, quoi. Je trouve que c'est très juste. C'est ça, c'est que pour moi, c'est vraiment garde espoir. Et il y a un truc où on ne sait pas exactement si ça va les écraser, mais que quand même, il y a quelque chose qui est plus fort que eux, et qui vont juste se confronter de plus en plus violemment à cette chose-là. Parce que c'est pour ça aussi que, pareil, si vous vous rappelez, c'est les premières manifestations, il y a eu beaucoup de heurts, beaucoup de casses et beaucoup de violence. Et ensuite, il y a eu toute une période où c'était beaucoup plus tranquille. Et ensuite, c'est revenu. C'est revenu jusqu'à cette journée du 16 mars où les Champs-Élysées, enfin, que vous voyez dans le film, les Champs-Élysées ont été un peu mis sans dessus-dessous. Et donc, c'est pour ça que je n'ai pas commencé, moi, le film par ça. Vous voyez, si j'avais commencé le film par les grosses manifestations parisiennes où ça pète de tous les côtés, j'aurais annoncé en fait la fin. Donc moi, il y a eu ce travail-là qui est plus un travail dramaturgique pour réussir à... Parce que même s'ils avaient vécu ça au début, au fond, ils n'en avaient pas eu totalement conscience. C'est quand même... si ça avait été complètement faux par rapport à leur ressenti, je l'aurais peut-être pas construit comme ça. Mais c'est que les premières manifestations, déjà, ils n'y étaient pas tous. Donc, ils ont eu un choc. Mais ensuite, ils ont eu quand même l'espoir de on va se construire, on va faire des propositions, on va essayer de monter un vrai mouvement national. Il y a eu alors ça, par exemple, je l'ai filmé, je suis allé à Nantes filmer ce qu'on a appelé l'Assemblée des Assemblées. Je sais pas si les gens présents dans la salle sont au courant de ça, mais il y a eu des grands rassemblements, en fait, à Nantes, à Commercy, à différents lieux, où il y a eu des délégués de tous les groupes Gilets jaunes de France qui sont venus se rassembler pour essayer d'écrire des textes communs. Enfin, il y a eu vraiment des grosses tentatives. Moi, j'ai filmé, j'ai pas pu le montrer dans le film, mais moi, j'avais cette envie-là de montrer ce côté-là de on essaye de s'organiser. Mais au final, qui est écrabouillé par la violence en général. La violence, les heurts qui a cassé les tentatives de discours, quoi, en fait. Mais on voit que ça touche d'ailleurs les personnages, quand ils se rendent compte en fait que le mouvement leur échappe, on voit leur détresse quand ils voient que tout est détruit autour d'eux et que ils sont déjà conscients à ce moment-là qu'à cause de ça, ils viennent de perdre une bonne partie de la bataille, quoi, parce que forcément les répercussions derrière, quoi. Et le plan final où on voit donc ce rond-point abandonné avec les stigmates, en fait, ce qu'il reste de l'esprit des Gilets jaunes, c'est une idée que vous avez eue rapidement à la fin, quand au début le plan laisse à penser que finalement tout est perdu, tout a été abandonné, et puis on a les voix qui reviennent un peu comme si finalement ils continuaient de hanter le rond-point. Je l'ai pris comme ça en tout cas, comme effectivement un passage de témoin. Les Gilets jaunes le mouvement s'est arrêté, mais ensuite forcément l'idée continue de germer dans la société.
C'est quelque chose que vous avez eu assez rapidement ou c'est quelque chose qui est arrivé tardivement pour conclure, d'essayer de conclure le film dessus? Alors, je sais plus quand est-ce que j'ai eu cette idée-là. Je sais même pas si au moment où j'ai tourné le plan, en fait, j'avais vraiment tout en tête. Mais disons que c'était dans l'idée de faire exister, comme la figure du rond-point, elle était importante. Enfin, il y a vraiment un truc symbolique de ces lieux qui sont pas vraiment des lieux, qui sont partout en France et qui d'un coup sont transformés en lieu de vie, lieu d'agora, lieu de discussion, etc. Donc, je voulais quand même que ça existe, même la forme et tout. Enfin, puis bon, il y a le côté on tourne en rond. Donc, j'ai eu envie de filmer ça. Et aussi, j'étais conscient, mais ça, dès le début du film, oui, dès le début du montage, qu'il allait bien falloir trouver une fin au film, quoi. Alors que la fin s'est passée, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en gros, il a été très actif de décembre à avril, et ensuite il a continué à avoir des manifestations, il y avait moins de monde, et il y a eu l'été qui est arrivé, et ensuite ça a été plutôt sur les mouvements des retraites, et ensuite il y a eu le Covid, donc là où c'était fini. Donc ça a un peu disparu comme ça. Et donc le dernier grand moment, c'était le 14 juillet, où il y avait des gilets jaunes sur les Champs-Élysées qui sont mis à insulter Macron quand il passait. Donc moi j'avais aussi imaginé faire la fin là-dessus. Donc j'avais pas une idée totalement, mais je voulais quelque chose de symbolique qui signifie ce que vous avez dit, c'est-à-dire que à la fois le mouvement a été écrasé, mais en même temps les graines qu'il a posées là-dedans, elles sont là, même s'ils ont disparu, même s'ils ont été expédiés des ronds-points. Ça ne veut pas dire que la révolte ou que l'idée a disparu. Et c'est pour ça qu'il y a ce son qui monte, quoi. C'est pas juste qu'il est hanté, c'est quand même que ces personnages-là, ces fantômes-là sont plus présents que absents. C'est pas juste un souvenir. Ils sont là, prêts à être réactivés. Alors peut-être pas nécessairement eux, mais d'autres, en effet, comme un passage de relais. Les images qu'on voit qui ont été tournées au moment des manifestations, d'abord, comment est-ce que tu as appréhendé, toi, justement, ces moments de tournage au cœur des manifestations à Paris, sachant que la violence, est-ce que tu étais protégé? Est-ce que tu étais un peu est-ce que le groupe de Charles, justement, voulait te préserver? Ou comment ça s'est passé concrètement? Alors, non, alors moi, j'avais un principe, c'était... parce que ce qui était très difficile, c'était qu'il y avait énormément de lacrymo, et que aussi, alors, il y avait des fois où on avait... où les règles n'étaient pas totalement précises. Donc des fois, je réussissais à avoir un masque pour me protéger ou même des lunettes pour les yeux, parce que les lacrymos, ça touche les yeux. Des fois, on me le confisquait. Alors du coup, des fois, j'avais oublié d'en prendre un. Bref, mais en tout cas, mon idée, c'était que je voulais être dans la même situation que eux. Donc de ne pas venir avec des protections, parce que je pense que vous avez vu aussi des images des manifestations. Vous voyez que les gens de la presse, et c'est normal, hein, c'est leur boulot, ils ont tous des casques, un peu comme si on a l'impression qu'ils vont en guerre, quoi, sur une zone de guerre. Moi, je voulais surtout pas être là-dedans. Donc, j'avais pas de protection spéciale. Et comparé à toutes ces images-là qu'on avait déjà vues, pour moi, ce qui était important, c'était de passer par l'intermédiaire. C'était eux les médiateurs, c'est-à-dire c'était par eux que j'allais avoir le ressenti de la manifestation. C'est ça la grande différence, c'est que j'accompagnais des gens en manifestation et pas simplement filmer des manifestations vues du toit ou vues de machin, mais qu'on puisse comprendre en fait ce que c'est que de se retrouver dans une foule avec des lacrymos, des bombes qui explosent, des affrontements, de la violence, où on est pris dedans. Et puis vous avez vu les femmes, vous avez vu que c'est pas des sportives, c'est des femmes aussi, il y en avait pas mal. Ça, c'est un aspect que j'aurais aimé faire exister plus dans le film. Mais j'étais très impressionné par le nombre de gens qui avaient des handicaps physiques ou des douleurs physiques venues du travail, venues de... Enfin, vraiment, quasiment tous les gilets jaunes avaient des problèmes physiques pour marcher, pour tenir des choses. Enfin, donc, en fait, c'était un effort physique d'être là.
Et donc, de se retrouver là-dedans, ça génère de la peur. Et moi, c'était ça que je voulais faire exister. Après, elle-même, elle pouvait se mettre à l'écart. Et moi, je voulais aussi pouvoir montrer les endroits où ça a cassé, enfin les endroits où il y a des affrontements. Donc en fait, parfois, j'allais plus loin que eux sur le côté, physiquement, sur la ligne de front, quoi. Mais c'est aussi parce que c'est un espace très cinématographique, la manifestation. Et moi, je voulais, et c'est un espace aussi, on sent l'élan révolutionnaire, l'élan insurrectionnel, en fait. L'affrontement, c'est quand même un moment, c'est quand même assez. Il y a un côté jouissif, en fait, tout simplement. Je voulais aussi que ça existe, que ce ne soit pas juste un truc souffert. Je pense que même quand il y a Alan, vous voyez, celui qui filme là, qui dit ah, ça va partir en cacahuète, il y a aussi une espèce de jouissance, en fait, là-dedans, à être au cœur de l'action, que ça monte et que la tension monte. Enfin, c'est pas que de. Je voulais aussi montrer ça, quoi, l'excitation qu'il pouvait y avoir là-dedans. Question ? C'est ce qu'on leur a reproché beaucoup. Oui, oui. Effectivement, on n'a pas l'impression que ce soit très organisé. D'ailleurs, une petite réflexion sur Benoît, quand même, qui, quand il est mis à mal par le reste du groupe, à aucun moment il leur dit je continue et ceux qui même me suivent, mais il ne dit pas si quelqu'un veut prendre ma place, il apprend. Alors que c'est peut-être ce qu'il reproche à sa gouvernance. Donc, les jeux de pouvoir, même à ce niveau-là, ils existent. Donc, qui était à l'intérieur, est-ce qu'il y avait peut-être d'autres personnes qui pouvaient mieux organiser le groupe, ou Benoît mieux l'organiser, puisqu'il était lui le porte-parole et visiblement le chef aussi. Ouais, mais c'est exactement toute la complexité où il n'y a pas une réponse simple à ça. C'est que, imaginez que là, voilà, vous êtes 12, et on en rajoute 10 personnes qui disent, en fait, on est tous d'accord pour lutter contre une décision. Je sais pas moi, le maire de Porto Vecchio fait un truc. Et à ce moment-là, vous êtes tous là, vous ne connaissez pas, et il va falloir mener une action, il va falloir dire quelque chose, à s'adresser à un responsable, faire quelque chose. Et bien naturellement, alors naturellement ou pas, c'est-à-dire que comme il y a une forme d'organisation qui se crée, et il peut y avoir des gens qui disent bon bah ok, Benoît, il a été élu par les autres pour être porte-parole. Sauf que c'est vrai qu'au bout d'un moment, il était lui-même n'avait pas d'expérience, il communiquait très mal et que ça générait des tensions. Et en plus de ça, comme le mouvement allait un peu d'échec en échec, il y a de la frustration qui naît. Bref, et je pense qu'en vrai, il n'avait pas les épaules pour assumer un rôle comme ça. Mais en même temps, il prenait la place que les autres ne voulaient pas prendre aussi. Donc après, ils avaient beau jeu de lui dire « Ouais, mais tu fais pas ». Et il y a eu une scission dans le groupe. Alors, c'est très compliqué de raconter toute l'histoire, mais par rapport à votre question, au début, je me disais ça. Au début, je passais mon temps à les entendre parler, discuter, à me dire « Mais ils ne peuvent pas réussir à s'organiser. » Par exemple, rien que quand il y a une décision à prendre, il faut un vote. Voilà. J'arrêtais pas de me dire ça. Et puis après, je me suis rendu compte que, en fait, c'était un regard très extérieur. Et en fait, que si j'étais à leur place, je réagirais pareil. Et qu'en fait, qu'ils apprenaient à s'organiser en même temps qu'ils étaient en train de le faire. Et qu'il fallait surtout pas essayer d'imposer une méthode venue d'ailleurs. Parce que, en fait, ils étaient à la fois avec une volonté c'était un espèce d'équilibre très complexe entre que chacun devait avoir une liberté d'action, une liberté individuelle, et puis en même temps de faire partie d'un groupe où on fait des actions collectives. Et ils y arrivaient finalement plutôt bien, sur un côté de consensus spontané, et aussi qu'il y en a qui pouvaient faire un truc d'un côté et d'autres de l'autre, et ils y arrivaient tant qu'ils ne se jugeaient pas entre eux. Et à partir du moment où ils ont commencé à se juger entre ceux qui ne faisaient pas assez, ceux qui faisaient trop, ceux qui là, ça a commencé à déconner. Mais moi, je me dis, en fait, je me dis pas du tout qu'ils auraient pu mieux s'organiser. Franchement, c'était
d'une difficulté énorme, parce que c'est la première fois qu'il y avait aussi un mouvement qui partait de groupes complètement locaux et qui était directement à l'échelle nationale. Je ne sais pas si on compare, justement, je vais vous donner l'exemple par exemple d'ici, s'il y avait un mouvement qui se passait ici localement, ben, tous les gens du mouvement ils pourraient se retrouver. Là, en fait, il y avait non seulement tout le côté local, mais en plus de ça, ils réagissaient à des choses qui se passaient à un niveau beaucoup plus élevé. Et ils essayaient de s'organiser avec les autres régions, donc aller rencontrer des délégations d'autres régions. Puis en même temps, eux-mêmes, et ça c'est normal, en fait, ils avaient une colère au départ, ils avaient un truc à exprimer, que ça ne va pas. Et en fait, on leur a dit très rapidement, mais il faut que vous nous disiez qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que vous voulez en fait. Donc, à part le côté de la taxe sur l'essence, qui était juste un point de départ, après, ils sont mis à essayer d'élaborer des revendications. Et en fait, c'est un travail énorme. Et en fait, aucun mouvement n'aurait pu s'en sortir mieux, moi je suis certain. Mais parce que les seuls autres types de mouvements, en tout cas dans l'histoire récente où on peut comparer, c'est soit des mouvements syndicaux, des grèves, où il y a un syndicat qui est organisé, où il peut y avoir des votes et des AG, etc., mais où il y a une espèce de structure préexistante qui permet d'organiser les choses, même en termes de logistique. On amène les camions, on amène les haut-parleurs, machin, où on organise des temps de parole, etc., etc. Eux, ils n'avaient pas ça. Et pour mille et une raisons, ces structures intermédiaires que sont les syndicats n'ont pas participé au mouvement. Donc en fait, ils se sont retrouvés à essayer de s'organiser tout seuls. Et en fait, c'est pour ça que je vous dis, là au début, je me disais, ils devraient faire comme ci, ils devraient faire comme ça. Et puis en fait, après, je me suis dit, mais en fait, ils se débrouillent plutôt bien par rapport à la difficulté que c'est. Après, en plus de ça, rien que le fait de discuter, par exemple, une discussion de groupe où on dit quelque chose, l'autre argumente, répond, etc. En fait, je me suis rendu compte aussi que ce n'était pas quelque chose d'inné. En fait, les gens avaient des choses à dire, mais par contre, de discuter, de contre-argumenter, etc., en fait, tout le monde n'est pas habitué à ça. Et c'est un apprentissage, même ça, l'apprentissage, même le dialogue est un apprentissage complexe, en fait. Et je voyais beaucoup de gens qui avaient surtout besoin de sortir ce qu'ils avaient à dire et pas nécessairement d'entendre les avis des autres. Mais en fait, c'est comme s'ils avaient eu pour moi, ils étaient au début, et puis peut-être que ça va continuer sous d'autres formes, c'est ce que j'espère. Ils étaient au début d'un processus de politisation, en fait, tout simplement. Une question totalement différente. Vous filmez qu'avec le petit appareil qu'on voit. Ouais. Vous prenez le son et vous filmez avec. Alors oui, tout le film a été filmé avec ce petit appareil-là. Mais le son, en fait, au bout de 2 semaines de tournage, j'ai fait venir un ingénieur du son parce que justement, c'était pas possible de se débrouiller. Enfin, vous avez vu les conditions de bruit sur un rond-point. En fait, j'avais un ingénieur du son qui avait une perche et même des micros HF qu'on posait sur les gens. Sur l'interview de Nathalie, vous êtes seul ou... Il y a un ingénieur du son aussi. Comment on sort une interview comme ça? Parce que j'imagine que le moment est beaucoup plus long que celui qu'on voit. Oui. Puisqu'il y a une gradation dans son émotion. Oui, oui. Comment vous sortez d'un moment comme ça? Là, c'est une question très personnelle. Dans l'heure 45 ou... Bah, oui, bah là, c'est en effet, après, au moment où, là, à ce moment-là du film, ça fait déjà 5 mois qu'on est ensemble, peut-être même plus. Donc, je la connais bien, il y a vraiment une relation. Puis Nathalie, c'est vraiment quelqu'un avec qui je parle régulièrement, là, depuis, et qui accompagne vraiment aussi le film maintenant. Ouais, moi j'ai pleuré pendant qu'elle faisait l'interview, je pleurais, je tenais la caméra comme ça. Je sais pas exactement comment on en sort parce qu'il y a toujours un peu une voix aussi. Ça, c'est le côté schizophrène du documentariste qui dit c'est vraiment touchant là, ce qu'elle me raconte, mais c'est super pour le film. Il y a toujours un côté un peu comme ça. Mais ceci dit, j'étais pas sûr de garder ce moment-là parce qu'à ce moment-là, en fait, moi, je me rappelle que cette interview-là, c'était plus pour
je voulais en fait qu'elle explique concrètement comment elle dépensait son argent. C'était sur un truc très factuel. En fait, je voulais avoir des trucs très factuels parce que je m'étais dit, mais en fait, les gens ne se comprennent pas pourquoi c'est compliqué de vivre quand on a 1200 euros. Qu'on sache, en fait, alors les dépenses de ceci, et ça, Agnès, par exemple, elle me l'avait super bien expliqué, voilà, toutes les dépenses, et en fait, tu calcules, et en fait, tu arrives à dépasser ce que tu gagnes chaque mois, et pourquoi. Je m'étais dit, il faut qu'à un moment donné, parce que tout le monde ne se rend pas compte, en fait, de ce que c'est. Et donc, j'étais dans les trucs factuels, et là, ça s'est sorti sur un truc qui est beaucoup moins factuel, qui est beaucoup plus sur le ressenti. Donc, à ce moment-là, j'étais pas sûr que ça soit ça que je voulais garder. C'est après, en revoyant les images, je me suis dit, ben, en fait, tant pis pour l'explication concrète. L'important, c'est qu'elle exprime, je pense, ce qui est essentiel, c'est que vivre pauvrement, c'est ne jamais être paisible, ne jamais pouvoir se dire ça va. C'est cette tension permanente qui fait que quand il y a une hausse des prix de l'essence ou quand il y a une déclaration d'un président ou il y a une déclaration d'hommes politiques qui montrent un désintérêt, c'est juste insupportable en fait. C'est d'une violence terrible directement. Parce que ça, c'est Édouard Louis, vous voyez, celui qui a écrit, qui disait que voilà, la différence entre les classes populaires et les autres, c'est que en fait, les décisions politiques les impactent physiquement dans leur chair. Et donc, voilà, c'est ça qu'elle raconte. Alors, je pense que moi, il y avait tout un... J'ai été obligé d'enlever pas mal de discussions, sur différents sujets politiques. Par exemple, sur comment est-ce qu'ils élaborent leurs revendications. Ça, il y avait des trucs qui m'intéressaient beaucoup. Donc j'ai été obligé d'enlever parce que parce que vous voyez, par exemple, là, il parle du RIC, il parle dans les thématiques qui traversent tout le film. En fait, il y a la question de la violence, la question de la casse, des choses comme ça, la question du RIC et le pouvoir d'achat. Mais sur le pouvoir d'achat, il y avait des thématiques, ça se développait, c'est-à-dire que comment est-ce que il y avait l'idée de supprimer la TVA sur les produits de première nécessité, mais en fait, il avait réfléchi à comment financer ce genre de réforme, et c'était des discussions comme ça. Il y avait aussi des discussions, à un moment donné, ils ont rencontré le député de Réloir, qui est un mec d'En Marche, donc ils avaient eu une longue discussion avec eux. Moi, il y avait quelque chose que je voulais montrer comme ça. Après, ils ont aussi montré, il y a aussi pas mal d'autres actions en fait qu'ils ont menées. J'aurais aimé, j'avais dans l'idée de montrer plus de différentes types d'actions parce qu'ils avaient par exemple monté un marché local où ils allaient acheter chez des producteurs locaux pour pouvoir les revendre moins cher directement du producteur. Enfin, en gros, ils ont fait des AMAP. Je ne sais pas si ça existe ici en Corse, mais vous voyez ce que c'est des AMAP? En fait, ils avaient essayé de recréer des AMAP et je trouvais ça vachement intéressant parce que donc les gilets jaunes, c'est le public qui va dans les grandes surfaces pour acheter chez Lidl, chez Aldi, des choses comme ça. Et de se dire, en fait, ils se rendaient compte qu'en fait, ils voulaient autre chose aussi, une autre bouffe, mais aussi un autre rapport, etc. Bref, ce type d'action-là, j'avais filmé, je voulais le montrer. C'était des choses comme ça qui existaient et que j'ai dû enlever. Oui. Est-ce que justement, pendant toute cette période, il y avait des contacts réguliers avec le monde politique ou c'est vraiment deux mondes qui sont ignorés avec tout simplement de temps en temps une passerelle, mais qui à mon avis ne pas servir à grand-chose? Oui, c'est plutôt la deuxième version. C'était assez frappant à quel point même il y a eu des fois où il y avait des déclarations d'Emmanuel Macron et je m'attendais à ce qu'ils en parlent en fait après. En fait, ils n'en parlaient même pas. En fait, c'était vraiment comme s'il y avait
Enfin, pareil pour le grand débat, en fait. Il y avait quand on regardait la télé, on avait l'impression que c'était le grand sujet. Et en fait, pour eux, très rapidement, c'était non, non, mais on ne veut pas y participer, ça n'existe pas. Et en fait, il y avait très peu de contacts. Euh, non, il y a eu cette rencontre-là avec le député, ça, oui. Mais en fait, qui était intéressante, hein, et qui était intéressante, mais dont eux n'ont rien tiré spécialement. Donc c'était plutôt vraiment comme deux mondes qui ne se comprennent pas. Ils avaient plus par contre, avec le préfet ou avec la police, là, il y avait des choses intéressantes qui se passaient. Il y a la police qui venait parfois sur le rond-point, il y avait des discussions intéressantes avec les policiers. Mais parce que c'est plus au même niveau, vous voyez. C'était vraiment ceux qui pouvaient rencontrer, où d'une certaine manière, il y avait un respect du côté des Gilets jaunes de l'autorité policière, comme oui, bon, on sait que alors vous faites votre travail. Ils pouvaient se parler en fait à peu près à un niveau égal. Par contre, il y avait vraiment une trop grande différence avec les responsables politiques. Il y avait une incompréhension entre les deux. Mais qui venait aussi beaucoup des Gilets jaunes. Hein. C'est-à-dire que dans cette rencontre avec le député, moi, je me rappelle d'avoir filmé ça, elle m'a dit, bon, parfois je suis un peu plus du côté du député, alors que ma sympathie allait aux Gilets jaunes, mais sur des... En fait, quand on entre en politique et qu'on découvre, on se retrouve dans des contradictions aussi. Enfin, comment dire... C'est pour ça que c'est très facile de juger. Enfin, je trouve que c'est très facile. Et ils ont été extrêmement jugés négativement, les Gilets jaunes. C'est extrêmement facile de juger, mais en fait, moi, ce que je disais par rapport à la question précédente, c'est que, en fait, si on se met à la place, on se rend compte que moi, je ne saurais pas plus quoi dire en fait, face à un député. Je n'aurais pas plus d'arguments valables en fait, face à un député. Parce que c'est très compliqué, en fait, de pouvoir élaborer une pensée cohérente face à des gens dont c'est le métier aussi, et qui disent pas nécessairement des bêtises, mais juste, en fait, ça se fait pas en 2 secondes, et de la même manière que réussir à s'organiser avec un fonctionnement cohérent qui crée pas des inégalités dans le groupe, qui crée pas des petits chefs, qui crée pas, c'est extrêmement compliqué. Je pense que toutes les sociétés humaines ont du mal à se débrouiller avec ça, quoi. Est-ce qu'il y a des moments qui ont été choquants, en fait, pour toi sans parler forcément des violences. Mais, je pense que le moment le plus choquant, c'était... enfin, là, je sais pas, c'est ce qui me vient, mais c'est ce qu'on voit dans le film. Alors, je sais pas si on le ressent, mais j'ai essayé de le faire ressentir. C'était au moment de la conférence LREM, où, en fait, donc, les Gilets jaunes avec qui j'étais, ils ont eu le droit de venir assister à cette conférence, donc ils y sont allés, vous le voyez. Et là, en fait, bon, là, moi, je l'ai résumé à très peu. Disons, pendant 2 heures, il y a eu... c'était les propositions faites par La République En Marche à la suite du grand débat. Donc, il y avait toute une... Donc, ça a duré pendant 2 heures où ils allaient présenter des idées en disant « c'est formidable, voilà, on devrait faire ceci, on devrait faire cela ». Et le truc le plus choquant, c'était physiquement, en fait, qu'on voyait que ce n'était pas la même population. C'est-à-dire que ce n'était que des gens beaux, bien habillés, des jeunes... Alors, je ne sais pas si c'est un truc spécifique de La République En Marche, mais vraiment, ils mettaient en avant beaucoup de jeunes femmes. Et dans le public, je voyais que ce n'était pas les mêmes gens, physiquement. C'était pas les mêmes gens. Ça m'a vraiment frappé à quel point les gens étaient différents. C'était comme 2 populations différentes. Enfin, et ça, c'est... là, il n'y a plus de discours, il n'y a plus de discours égalitaires. Là, on voit bien, ben non, c'est pas les mêmes. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué dans le film, si on le voit. Non, elle ne dit pas ça. Ouais. Ah oui, au début, oui. Oui, d'accord, oui. Ça, oui, au début, mais pas à ce moment-là, ouais. Mais oui, c'est un peu les casseuses qui arrivent chez les bourgeois, quoi. Et ça, c'est vraiment choquant, parce que c'est là où les différences de classe, elles sautent aux yeux, alors que sinon, on peut avoir l'impression que
Enfin, c'est là où en fait les gens sont pas au même niveau, quoi. Même niveau social, même niveau de richesse, et même regard sur le monde, du coup. Mais vous le mettez un petit peu en scène aussi, finalement, d'une certaine façon. Ce qui me revient, c'est quand ils sont sur le rond-point, vous dites que effectivement les gilets jaunes sont des gens qui voilà, ont été marqués par le travail, ont des difficultés, etc. Et en fait, vous les confrontez avec en face d'eux la salle de musculation, la salle de gym, et on voit effectivement des gens qui prennent forcément plus soin de leur corps, mais qui ont peut-être aussi le temps, la possibilité, qui font pas les mêmes métiers. Et eux, je trouve que par cet aspect-là, oui, on voit effectivement que c'est... D'ailleurs, le titre du film, en fait, Un peuple, on se rend compte qu'en fait, ça parle que des gilets jaunes, parce qu'effectivement, il n'y en a pas qu'un. Et c'est ça le problème, c'est qu'il y en a plusieurs, et que il y a un conflit entre les deux qui, à ce moment-là, est marqué physiquement, ne serait-ce que par l'apparence des personnes. On comprend que... C'est marrant parce que vous dites là, un peuple, il n'y en a pas qu'un. Et justement, le titre, j'ai fait ce titre-là, j'aurais pu l'appeler, je ne l'ai pas appelé le peuple. Oui, justement, c'est un peuple parmi d'autres, en fait. Bien sûr. C'est que justement, c'est que dans la définition qu'on se dit du peuple, c'est pas une. Il y a plein de définitions possibles, mais pour moi, c'est un peuple, gilet jaune, mais aussi un peu plus large. C'est qu'on voit bien que les gilets jaunes sont représentatifs même des classes populaires, d'une partie des classes populaires, voire des classes populaires en général. Même si toutes les classes populaires ne se sont pas reconnues dans les gilets jaunes, ils incarnent des gens qui sont en difficulté face économique, en fait, tout simplement. Que sont devenus les gilets jaunes de Chartres depuis ce temps? Ça dépend desquels. Je dois dire qu'en fait, économiquement, enfin, c'est pas, ça a été dur en fait. En fait, pour certains, par exemple pour Benoît, qui a vécu un peu, je pense, un peu le plus grand moment de sa vie en termes de reconnaissance, la redescente, elle s'est pas faite d'un coup, mais elle était brutale. Lui, il était ouvrier soudeur, donc aussi un métier physique où il se fait mal en fait, physiquement. Et il voulait plus retourner comme soudeur. Il disait, moi, je ne pourrais plus supporter d'avoir un petit chef, etc., etc. Et finalement, je sais qu'il est retourné travailler comme intérimaire. Mais je vois bien que ça ne va pas trop, moralement. Nathalie et Agnès, Nathalie, il y a son contrat de travail qui s'est arrêté là en décembre. Du coup, elle n'a plus de travail. Elle était formatrice pour des aides-soignantes. Voilà, Agnès a des problèmes physiques, elle est plusieurs fois à l'hôpital. Bref, ça va pas mieux du tout économiquement. Mais par contre, chez plusieurs, ils ont gardé, disons, le côté, la politisation est restée très forte. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment, maintenant, elles considèrent qu'elles ont un avis et qu'elles doivent le faire valoir, quoi. Ça a été une énorme différence. Par rapport à la confiance en soi, il y a une grande différence entre l'avant et l'après Gilets jaunes. Ils continuent de se voir ou ça existe toujours? Il y a un petit groupe qui continue, qui est devenu vraiment ami. Après, il y en a d'autres qui se sont dispersés. Et justement, à l'occasion de la projection du film à Chartres, ils se sont un peu tous retrouvés. Ça a été un moment de retrouvailles entre des gens qui ne se voyaient plus nécessairement, mais à Chartres, il y a encore des gens qui se réunissent sur le rond-point, en fait. Moi, je me fais comme s'il n'y avait plus personne. Mais en vrai, il y a encore tous les mercredis des gens qui se réunissent. Ils sont une dizaine à se retrouver tous les mercredis sur le rond-point. Ce sont les mêmes personnes qu'on a vues au début du film, au cours du film, ou ce sont d'autres? C'est des gens qui ne sont pas nécessairement dans le film, mais qui font partie du groupe du film. Ouais. Donc ça continue. Et ça continue. Et ils sont ensuite... ils ont créé des associations, Objectif Fric, ou la Ligue citoyenne. En fait, ils se sont engagés dans d'autres voies aussi. Et ils continuent aussi à aller régulièrement, quand il y a une occasion de manifester, d'y aller. Alors, il y en a qui sont engagés sur le côté anti-pass sanitaire, puis d'autres sur d'autres sujets. Mais ils continuent à s'engager. Il y en a beaucoup qui continuent à s'engager. Pour eux, c'était pour
pas mal d'entre eux, c'était la découverte d'une culture politique, d'une conscience politique. Oui, ça c'est certain. C'est là où, enfin moi, dans l'idéal, j'aimerais qu'ils puissent être en contact avec d'autres gens. Enfin, d'ailleurs, ça a été un peu le cas. Il y en a qui ont rencontré, qui sont mis à rencontrer des gens qui ne venaient pas du même univers. Ce qui est difficile, c'est de grandir ensemble, sans avoir de contact avec, je ne sais pas moi, d'autres gens qui ont réfléchi à ces questions. Donc oui, pour moi, c'est le début d'une politisation, mais qui doit encore, qui devrait pouvoir encore être accentuée, quoi. On disait souvent, enfin, on savait pas trop à l'époque si les Gilets jaunes étaient plus de gauche que de droite ou de droite. Enfin, toi, ton sentiment par rapport justement au groupe de Chartres, est-ce qu'il y avait ces notions-là qui étaient abordées? Alors, c'était pas abordé, non, parce que c'était un peu vraiment le truc de base de se dire, en fait, quand on est gilet jaune, en fait, on va pas dire de gauche, de droite. Donc, on laissait de côté vraiment il y avait des syndicalistes, mais ils disaient pas qu'ils étaient un syndicaliste. Je pense qu'il y avait des gens qui étaient plus proches de certains partis politiques, mais qui disaient pas. Donc, en fait, on ne disait pas. Donc, c'était vraiment, les gens. Après, dans les réflexions, dans des trucs, on peut sentir un peu les tendances. Mais la plupart du temps, elles étaient vraiment peu politisées au sens de partis politiques. Moi, je dirais qu'en fait, en vrai, leurs revendications sont des revendications de gauche, dans le sens où ce qu'ils demandaient, c'était un État plus protecteur des services publics, des meilleurs salaires, Et l'écologie aussi qui était abordée. Oui, alors c'est vrai que c'était un peu derrière. Mais en tout cas, que c'était plutôt c'est des choses de gauche, en fait, économiquement, je veux dire. C'était pas des libéraux, c'était pas du tout des libéraux. Alors après, sur les sujets de société, c'était un peu plus divers et varié. Voire sur la question de l'immigration, c'était aussi plus compliqué. Mais ça dépendait, mais disons que je pense que une majorité, si on parlait d'immigration, ils auraient été à dire bon, bah, réglons d'abord nos problèmes avant d'accepter des immigrés qui viennent en France. Voilà, ça aurait été ça le truc, dans une espèce de logique de on ne veut pas aider alors que nous-mêmes on va mal, quoi. Mais c'est pas vraiment droite ou gauche. Après, donc moi je dirais que en fait, de manière naturelle, c'était plutôt des revendications de gauche. Après, en termes d'idéologie sociétale et tout ça, sur les valeurs, c'était peut-être plus droitier que de gauche, mais c'était pas vraiment défini, quoi. Petite question dans la foule. Quels sont tes projets? Est-ce qu'on peut parler des projets? Alors j'ai une idée comme ça, mais qui est de faire un film plutôt justement vu sur l'autre côté, sur l'autre versant de la société, c'est-à-dire sur les gens, plutôt sur la bourgeoisie. Voilà. Sans dire exactement quoi, mais c'est plutôt sur la grande bourgeoisie. Voilà. Ça m'intéresserait en tout cas beaucoup d'aller regarder de ce côté-là, pour voir en fait aussi comment les gens pensent, parce que c'est... J'ai lu, il y a des travaux de sociologie qui en parlent, mais je trouve ça intéressant de regarder. On se dit toujours, il y a les pauvres, les bons pauvres, et puis les méchants riches. Et en fait, comment est-ce qu'on fait pour être riche et se sentir bien? En tout cas, je pense que ce sera peut-être moins dangereux physiquement. On ne sait jamais. On ne sait jamais, mais bon. En tout cas, merci beaucoup d'être venu, d'avoir présenté ce film. Merci à vous aussi. Merci d'être venu.